Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 25 juillet 2019 de 10h à 12h, avec à l'ordre du jour les points suivants. Premièrement, message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Deuxièmement, compte rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du mardi 23 juillet 2019. Troisièmement, questions diverses. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le Président de la République a instruit le gouvernement de veiller à ce que tout projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres soit accompagné de l'ensemble de ces textes d'application, ceci afin d'éviter de différer la mise en application effective des réformes engagées par le gouvernement. Le chef de l'État a déploré le faible taux de recouvrement des impôts fonciers qui est sans commune mesure avec le niveau élevé des charges locatives dans la ville de Conakry. Il a à cet effet demandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer le processus de réforme engagé au niveau de la Direction nationale des impôts. Le Président de la République, rappelant la nécessaire poursuite de la réforme du secteur de l'électricité, a invité le gouvernement à continuer le déploiement et l'installation des compteurs prépayés, en insistant plus particulièrement sur leur installation au sein de l'ensemble des départements ministériels ainsi qu'à la primature. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'identifier, de poursuivre et de sanctionner, conformément à la loi, tous les cadres de l'administration qui se seraient rendus coupables de complicité dans le cadre d'une cession frauduleuse de biens appartenant au patrimoine foncier et immobilier de l'État. Le Président de la République s'est réjoui de la reprise de la parution régulière du journal national Auréa et a invité l'ensemble des ministres et, au-delà, toutes les institutions publiques à publier prioritairement toutes leurs communications dans les colonnes du quotidien national. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a fait le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel du 23 juillet 2019. Le Conseil a donc entendu successivement le ministre de la Justice, qui a soumis pour examen le projet de loi portant sur le Code des drogues en République de Guinée. Le ministre de la Justice a indiqué à l'attention du Conseil que les politiques juridiques relatives à la drogue ont été construites depuis le début du XXe siècle sur une conception des dommages sociaux que la consommation de la drogue peut entraîner accidents et suicides, criminalité et violence. Le ministre a souligné que cette situation affecte généralement les consommateurs ainsi que leurs familles et menace in fine la société tout entière. Le ministre a rappelé que pour y faire face, les réformes législatives entamées en République de Guinée depuis l'avènement de la Troisième République ont permis d'internaliser en droit interne les conventions internationales de lutte contre la drogue ainsi que d'enrichir notre arsenal répressif du Code pénal dans ses articles 812 à 845. Ces conventions internationales sont les suivantes. La Convention des Nations Unies de 1961 sur les stupéfiants ainsi que celle de 1971 sur les substances psychotropes et celle portant sur le trafic illicite de 1988. La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale de décembre 2000. La Convention internationale relative au financement du terrorisme de décembre 1999, ainsi que les 49 recommandations de la GAFI qui viennent d'être révisées à 40 depuis février 2012. Le ministre a souligné que le trafic de drogue et de stupéfiants a atteint une proportion inquiétante en Afrique de l'Ouest et dans le monde. Selon Interpol, 2000 à 3000 tonnes de cocaïne sont introduites clandestinement en France avec comme point de transit l'Afrique de l'Ouest. Le ministre a indiqué que cette situation s'aggrave avec le constat que l'Afrique de l'Ouest, autrefois considérée comme une zone de transit, est devenue un marché local important de consommation. À ces problèmes, le ministre a évoqué le phénomène du blanchiment d'argent, qui est le trait d'union de tous les crimes organisés et dont les conséquences s'apprécient autant du point de vue économique et financier
que sur le plan moral et politique. Le ministre a soutenu que les facteurs favorisant cette expansion sont entre autres l'instabilité politique et les problèmes sécuritaires qui en résultent, la corruption et la faiblesse des moyens alloués à la lutte en général contre la drogue, et enfin le développement du terrorisme dans le Sahel. Le ministre a salué l'approche globale et multidimensionnelle du législateur guinéen dans la lutte contre la drogue, dont le projet de loi soumis à l'examen du Conseil des ministres est la parfaite traduction. Enfin, le ministre a présenté le projet de loi dont les 6 titres représentent individuellement les réponses à apporter au spectre de la problématique posée à notre pays et à la sous-région. Le Conseil a adopté le projet de loi portant Code des drogues. Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration a soumis pour examen le projet de loi portant sur le droit d'accès à l'information publique. Le ministre a indiqué que le présent projet de loi organique portant droit d'accès à l'information publique a pour objet de garantir le droit de tout citoyen à l'accès à l'information publique. Selon le ministre, la gouvernance administrative en Guinée a longtemps été caractérisée par de nombreuses insuffisances et tares qui compromettent l'efficacité de l'action publique, affectent la délivrance de services de qualité aux populations et constituent un obstacle à la réussite des politiques de développement initiées par le gouvernement. Parmi ces maux qui affectent la gouvernance administrative en Guinée, le ministre a cité, entre autres, la lourdeur et l'opacité des procédures administratives, les lenteurs dans l'action administrative, le manque de transparence et la rétention d'informations, les tracasseries administratives, la corruption généralisée et l'impunité, et enfin les malversations et les détournements de deniers publics. Face à ces déficiences, il a souligné que le gouvernement de la Troisième République a entrepris la formulation et la mise en œuvre d'un programme de réforme de l'État et de modernisation de l'administration publique, connu sous le nom de PREMA, comportant entre autres des volets d'amélioration de la gouvernance administrative et de la qualité des services rendus à l'usager. À l'examen des différents facteurs de déficience cités plus haut et qui entravent l'effectivité d'une bonne gouvernance administrative en Guinée, le ministre estime que les constats révèlent que les obstacles majeurs rencontrés par l'usager relèvent surtout du manque de transparence dans les services publics, des difficultés d'accès à l'information publique et en matière de fourniture des services de base par l'administration. À ce titre, des problèmes de plusieurs ordres illustrent les difficultés rencontrées par les usagers. Les administrés peinent à identifier le plus souvent les services publics chargés de la délivrance des documents et à localiser les agents responsables de la fourniture des services ou des informations demandées. Les conditions d'accès à l'information, aux services ou de délivrance des documents ou des actes ne sont pas formalisées ou communiquées de manière standard à l'usager. Documents à fournir, montant à payer, délai d'obtention des documents, etc. Les services ne sont pas rendus à l'usager dans une majorité de cas si ce dernier ne consent pas à payer des sommes indues en échange. Lorsque les services sont rendus à l'usager, les délais d'obtention de l'information ou de la délivrance des documents sont longs, à moins de paiement de sommes indues par ce dernier. Le plus souvent, l'usager ne dispose pas de voie de recours en cas d'insatisfaction dans l'obtention d'informations ou de services et les agents fautifs font rarement l'objet de sanctions par l'administration publique. Pour le ministre, le fondement du droit d'accès à l'information publique repose sur le fait que dans une démocratie, les pouvoirs publics tirent leur légitimité et leur autorité de la volonté du peuple souverain auquel ils se doivent de rendre compte, notamment sur les actions conduites dans l'exercice des prérogatives de puissance publique. En conséquence, les agents investis des missions de service public ne sont pas propriétaires des informations qu'ils détiennent ou qu'ils traitent pour le compte de l'État, et les citoyens ont le droit d'accéder à ces informations. Pour le ministre, le projet de loi portant droit d'accès à l'information publique constitue la pierre angulaire et le jalon décisif posé dans l'optique d'une amélioration notable des services rendus à l'usager. En outre, les bénéfices attendus
de l'exercice du droit d'accès à l'information publique sont nombreux et recouvrent les avantages suivants. Sur le plan politique, les citoyens ont l'opportunité d'être mieux informés. Cette transparence est susceptible de favoriser une participation plus active de leur part et contribuer ainsi à l'instauration d'un débat public de qualité permettant une réussite des politiques publiques. L'efficacité et l'efficience de l'action publique s'en trouvent améliorées à travers une meilleure qualité de la prise de décision des fonctionnaires. Ces fonctionnaires se sentent responsables et redevables devant le citoyen, auquel ils sont appelés à rendre compte. La commission des actes illicites et des pratiques de nature frauduleuse, corruption, malversation, détournement de deniers publics, par les agents publics devient difficile à cause de la transparence instituée, contribuant à l'amélioration de la gouvernance dans son ensemble. Après le constat que toutes les remarques et observations ont été intégrées dans le texte, le Conseil a adopté le projet de loi portant droit d'accès à l'information publique. Le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat a fait une communication relative à la gestion des établissements hôteliers. Le ministre a rappelé que le développement harmonieux et équilibré du tourisme dans notre pays ne saurait se concrétiser durablement que dans le cadre d'un partenariat public-privé opérationnel. Le ministre a indiqué que la construction des établissements hôteliers a connu une période d'évolution boostée par des opérateurs guinéens et étrangers, dont l'installation dans la plupart des cas a été faite grâce à l'appui personnel du chef de l'État. Le ministre a souligné que les investisseurs économiques ont ainsi contribué ces dernières années à développer une capacité hôtelière nationale 6 fois plus élevée que celle qu'elle n'était en 2010. Le ministre a posé le constat que cette dynamique, véritable objet d'évolution de notre pays, connaît cependant de nos jours des difficultés dans les activités dues à la faiblesse du taux d'occupation moyen qui avoisine les 27% et à la multiplicité et au poids des charges liées d'une part au fonctionnement, aussi bien au niveau de l'énergie, des taxes et impôts et des contributions sociales, et d'autre part au retard dans le paiement des montants dus par les institutions publiques. Le ministre a également souligné le retard que ces processus ont finalement marqué dans la rentabilisation des produits d'investissement et l'exécution de multiples attentes. Ce retard est à l'origine des situations préoccupantes suivantes: l'inquiétude des actionnaires, le gel de la poursuite des investissements complémentaires, la difficulté d'honorer les multiples engagements financiers, l'augmentation des charges d'exploitation, la lenteur et la méfiance dans le processus de recrutement. Pour y faire face, le ministre a proposé la création d'une commission interministérielle sous la supervision du département en charge de l'hôtellerie. Cette commission comprendra les différents partenaires de terrain et elle pourrait être chargée de déterminer les règles et les modalités de gestion en vue d'assurer un suivi dans le respect strict de la réglementation en vigueur. Le Conseil a approuvé la création de la commission et a invité le ministre à prendre attache auprès du cabinet du Premier ministre afin de préciser les contours de la future commission. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a fait lecture de la communication relative à la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme. Le ministre a expliqué au Conseil que le ministère de la Citoyenneté et de l'Unité nationale a entrepris un vaste processus des États généraux des droits de l'homme afin d'aboutir à la formulation d'une lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme qui sera désormais un cadre global d'intervention en vue de fédérer tous les efforts consentis par le gouvernement. C'est ce projet de lettre que le ministre soumet pour approbation au Conseil. Selon le ministre, la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme est le résultat d'un long processus dynamique et itératif qui a permis à un nombre important d'acteurs de la société guinéenne de se prononcer sur les grandes orientations devant être portées par elle. C'est ainsi qu'au moyen des consultations dans la quasi-totalité des préfectures, 4 grands acteurs de la société ont été consultés tout au long du processus. Les forces de défense et de sécurité, il s'agit de l'armée, de la gendarmerie, de la police, des gardes pénitentiaires et des conservateurs de la nature, les services déconcentrés, à savoir les cadres des services préfectoraux, la société civile et les personnes ressources locales, les leaders religieux, les coutumiers et les communicateurs traditionnels.
La lettre est aussi le fruit d'une analyse minutieuse des informations sur le travail des ministères, décrets d'attribution, politiques sectorielles, programmes et projets en cours, des institutions de la société civile, ainsi que la synthèse des constats et des recommandations formulées par les instances régionales et internationales. Le ministre a souligné que l'aboutissement de cet important travail réalisé a permis de dégager 4 axes d'intervention pour la lettre ainsi que des objectifs spécifiques et des actions prioritaires. Ce sont: axe 1, la mise en place d'une politique renforcée de l'éducation et de l'information. Axe 2, la pleine application des droits civils et politiques. Axe 3, l'amélioration du cadre et des conditions de vie de chacun. Et enfin, axe 4, la poursuite de l'attention portée à la protection des populations et aux personnes vulnérables. Aussi, le ministre a indiqué que la lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme permet d'envisager ces droits de manière globale et peut être considérée comme un cadre de référence, un document de coordination qui vise à remédier à différentes insuffisances. À ce titre, elle devrait, premièrement, contribuer à une meilleure connaissance et garantie des droits énoncés dans le titre 2 de la Constitution, dans les chartes, conventions et pactes internationaux relatifs aux droits humains. Deuxièmement, guider la réflexion sur les activités à mener par les acteurs et intervenants étatiques et non étatiques. Troisièmement, faciliter l'évaluation régulière de la situation des droits de l'homme en Guinée en abordant l'ensemble des thématiques pertinentes qui y sont relatives. Enfin, le ministre a soutenu que l'adoption de cette lettre permettra à coup sûr au gouvernement de se doter d'un formidable outil de décision dans la permanente et indispensable lutte pour la promotion et la protection effective des droits de toutes et de tous. Au terme des discussions, le Conseil a adopté le texte. Le ministre chargé des investissements et des partenariats publics-privés a fait une communication relative à l'organisation d'une réunion intersession de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international du 25 au 26 septembre 2019 à Conakry. Le ministre a informé le Conseil que le groupe de travail numéro 3 de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international a désigné la Guinée pour abriter courant septembre 2019 la première réunion intersession portant sur la réforme du système de règlement des différends entre investisseurs et États. À cet effet, plus d'une centaine de pays, d'organisations gouvernementales et non gouvernementales sont invités les 25 et 26 septembre 2019 à Conakry. Le ministre a indiqué que la session de Conakry connaîtra la participation de plusieurs ministres et hauts cadres africains, du secrétariat de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international, de l'Union européenne, de l'Organisation internationale de la francophonie, avec une possible participation du secrétaire général de l'OHADA, des juristes et autres experts de haut niveau spécialisés en arbitrage d'investissement. Plusieurs autres hauts fonctionnaires français, américains, belges et canadiens, suisses et japonais sont attendus à Conakry. Le ministre a informé le Conseil que les travaux préparatoires ont déjà démarré et qu'ils évoluent de manière satisfaisante avec l'appui de la Commission des Nations Unies pour le développement du commerce international, qui co-organise l'événement avec l'État guinéen et l'Organisation internationale de la francophonie. Le ministre propose la création d'une commission interministérielle qui sera composée des cadres des ministères de la Justice, des Investissements, des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, du commerce, des mines, de la primature et aussi de la présidence de la République. Le Conseil s'est félicité de la tenue prochaine de cet important événement à Conakry et a assuré le ministre de son soutien. Le ministre de l'Énergie a fait une communication relative aux incidents survenus à Swapiti. Le ministre a commencé par rappeler que, depuis son lancement, le chantier de Swapiti est caractérisé par un problème de cohabitation entre les ouvriers guinéens et chinois. Le ministre souligne que cette situation fait l'objet de séances d'arbitrage et de réconciliation menées par le projet entre les deux parties. Le ministre soutient que ce vendredi 19 juillet 2019, la direction du projet a été alertée de la survenue d'un mouvement violent des ouvriers sur le site.
Le ministre souligne que cet incident a provoqué 8 blessés parmi les expatriés, dont 4 à la tête. Par ailleurs, de nombreux dégâts matériels ainsi que des actes de vandalisme sont à déplorer. Ces malheureux événements ont eu pour conséquence un ralentissement dans les travaux en cours. Devant la gravité de la situation, le ministre a déploré le retard dans la réaction des unités mobiles de sécurité basées à proximité. Le ministre a informé le Conseil de la tenue par la direction d'une réunion d'urgence dont les principales conclusions vont des mesures de remplacement des hommes de l'unité de détachement militaire à la coopération de l'entreprise CWE avec les services d'enquête et la mise à disposition par CWE des équipements en faveur de l'unité militaire détachée. Le Conseil a déploré le manque de mobilité des unités de sécurité et a invité les ministres en charge de la défense et de la sécurité à prendre les mesures idoines afin de prévenir et de gérer ces types de situations. Avant de lever la séance, le président de la République a donné de larges informations sur la situation nationale, africaine et internationale. Je vous remercie. Le Conseil des ministres.